On va parler de masse atomique, de mol, de masse molaire d'un élément, de nombre d'Avogadro. On va donner plusieurs définitions autour de ces notions-là et on va proposer une ou deux applications numériques pour essayer de commencer à s'approprier ces définitions. Donc tout d'abord, quelle est la différence entre la masse molaire d'un élément et la masse atomique de cet élément? Je vais considérer, pour simplifier, un isotope bien précis, c'est-à-dire un élément ici qui est défini par son numéro atomique Z et par son nombre de masse grand A. Donc la masse molaire d'un élément, par définition, c'est la masse de 1 mole d'atome, et cette masse, il est d'usage de la noter par la lettre majuscule grand M. 1 mole d'un atome contient 6,022141 fois 10 puissance 23 atomes. D'où vient ce nombre? Ce nombre est le nombre d'atomes dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12, c'est-à-dire 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. Ceci, c'est une convention. Cette définition ici est une convention. On aurait pu définir par exemple que c'était le nombre d'atomes dans 16 grammes de carbone d'oxygène 16, mais la convention c'est à partir du carbone 12. L'unité dans le système international de la masse molaire, ce sont les kilogrammes par mol, mais il est beaucoup plus pratique lorsqu'on considère des masses molaires, de les exprimer en grammes par mol, et je vous rappelle que 1 kg est égal à 1000 grammes, c'est-à-dire 10 puissance 3 grammes. Par conséquent, 1 kg par mol est égal à 10 puissance 3 grammes par mol. Et enfin, si j'inverse cette relation, je peux aussi exprimer que 1 gramme par mol en fonction des kilogrammes par mol, et 1 gramme par mol, c'est l'inverse de cette relation, c'est donc 10-3 kg par mol. La masse atomique. La masse atomique, c'est la masse d'un seul atome, donc d'un isotope défini par le numéro atomique Z et le nombre de masse grand A. Cette masse d'un atome, à peu de choses près, elle est égale au nombre de masse grand A. Encore une fois, dans le système international, il faut travailler en kilogrammes, exprimer ces masses en kilogrammes, mais il est plus pratique de les exprimer en grammes, et même encore plus pratique, et il est d'usage de les exprimer dans une unité spéciale qui est notée petit u et qu'on appelle l'unité de masse atomique unifiée. Il n'y a pas d'égalité entre l'unité de masse atomique unifiée et les grammes, mais il y a une relation entre les deux que l'on démontrera ultérieurement dans cette présentation. Le nombre 6022-141 10 puissance 23 qui est représenté ici, que j'ai déjà présenté dans la diapo précédente, vous avez bien évidemment reconnu le nombre d'Avogadro, qu'on appelle aussi la constante d'Avogadro. Ce nombre a une unité, donc c'est le nombre d'entités élémentaires qui se trouvent dans une mole de matière, ça représente donc une quantité de matière, et c'est donc le nombre d'entités par mole, donc l'unité, ce sont des moles moins 1. Ces entités élémentaires peuvent être aussi bien des atomes que des molécules, que des ions. Ce nombre n'a pas été déterminé directement par Avogadro, il a été donné en hommage à Amedeo Avogadro qui a vécu à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Avogadro a beaucoup travaillé sur les gaz, donc je vais ouvrir une parenthèse ici pour rappeler que Avogadro a démontré, c'est à Avogadro que l'on doit la base de la théorie des gaz parfaits, puisqu'il a en particulier démontré que des volumes égaux de gaz parfaits différents, aux mêmes conditions de température et de pression, contiennent le même nombre de molécules. Donc je vais maintenant refermer cette parenthèse. Attardons-nous un petit peu sur ce nombre d'Avogadro pour essayer de se représenter ce que signifie cet ordre de grandeur, ce que signifie cette quantité en termes d'ordre de grandeur. Donc 6,022 10 puissance 23, si je peux l'exprimer comme étant 602 214 fois 10 puissance 18 mol moins 1. Or, 10 puissance 18, ce n'est rien d'autre que 10 puissance 9 au carré, et 10 puissance 9, c'est 1 milliard.
Par conséquent, 10 puissance 9 au carré, c'est 1 milliard de milliards. Donc le nombre d'Avogadro, c'est égal à 602 214, donc de l'ordre de 600 000, milliards de milliards. Donc si je considère des atomes, c'est 602 000 milliards de milliards d'atomes, et 1 milliard de milliards, c'est ce qu'on appelle aussi un trillion, donc c'est 602 214 trillions. Donc c'est assez difficile à imaginer, mais vous concevez effectivement que c'est un nombre absolument considérable. D'où vient cette valeur? On a déjà rappelé dans la première diapo que par convention, une mole, c'est le nombre d'atomes, donc une mole, et le nombre d'atomes de carbone. C'est le nombre d'atomes de carbone qui compose un échantillon de 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. Un échantillon pur de 12 grammes de carbone 12. Or, il existe une technique qu'on appelle la spectrométrie de masse qui permet de mesurer de façon très précise la masse de un atome de carbone 12 et il s'avère que cette masse est égale à 1,99265 10-23 grammes. Alors là, je me suis contenté de 5 décimales, mais cette masse peut être déterminée avec davantage de précision, mais ça va nous permettre de rapidement vérifier qu'on retrouve bien à peu près le nombre d'Avogadro. Donc sachant que le nombre d'atomes de carbone, sachant que la masse d'un atome, c'est cette grandeur-là, cette quantité-là, et qu'une mole contient n Avogadro atomes dans 12 grammes de carbone, donc le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes, c'est tout simplement 12 qui est une masse exacte, 12 grammes, divisé par la masse de 1 atome de carbone. Et le résultat ici est égal à peu près est égal à 6,022 13 10 puissance 23. Donc compte tenu de la précision modérée ici avec laquelle la masse du carbone a été donnée, on peut considérer ici qu'on trouve une approximation très raisonnable du nombre d'Avogadro. Voilà, donc la définition du nombre d'Avogadro est basée sur la mesure expérimentale de la masse de 1 atome de carbone et sur la convention qui dit que 1 mole, c'est le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. De façon générale, 1 mole, c'est la quantité de matière d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Donc 1 mole, en d'autres termes, 1 mole contient Na entités. Ces entités pouvaient être aussi bien des atomes, des ions, que des molécules. Voici la définition ici de la mole. Alors on va faire une petite application numérique qu'on va contextualiser. On va regarder comme application le stockage de l'hydrogène. Stockage de l'hydrogène, c'est un enjeu contemporain. Imaginons ici, voilà ici le plan d'une voiture. Le plan d'une voiture qui serait propulsé par un moteur alimenté par une pile à combustible. Alors, le moteur est ici, la pile à combustible est ici. Donc sur ce schéma tiré de la littérature anglo-saxonne, on appelle ça un fuel cell. Fuel cell, c'est une pile à combustible. Cette pile à combustible, lorsqu'elle fonctionne, elle peut soit directement alimenter le moteur, soit éventuellement l'énergie produite par la pile à combustible peut être stockée dans une batterie. Comment est-ce que fonctionne une pile à combustible? Une pile à combustible fonctionne avec deux compartiments, comme toute pile. Un compartiment dans lequel un combustible réducteur est oxydé,
et ce combustible réducteur, c'est l'hydrogène. Et dans l'autre compartiment de la pile, il y a un oxydant qui est réduit, et l'oxydant réduit, c'est l'oxygène de l'air. Donc il y a une réaction entre d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Et donc cette réduction de l'oxydant combinée avec l'oxydation de l'hydrogène génère une tension électrique. Et donc cette tension électrique peut directement alimenter le moteur, ou bien cette électricité peut être stockée dans la batterie. L'un des enjeux technologiques d'un tel véhicule, c'est le stockage de l'hydrogène et un stockage sûr. Un stockage, puisqu'en fait vous savez que l'hydrogène combiné avec de l'oxygène c'est un mélange explosif. Donc il faut ici un conteneur d'hydrogène qui soit très sécurisé. Alors imaginons ici, dans ce problème, on imagine une start-up qui a développé un procédé, qui a développé ici un conteneur qu'elle annonce d'une très grande capacité et d'une très grande sûreté. Et donc cette start-up ici a établi un mode d'emploi, un document technique, a établi un document technique, sauf que, quelle drôle d'idée, dans ce document technique, il est précisé comme capacité, comme contenance ici, comme contenance de ce réservoir à hydrogène, hein. Donc ça c'est un réservoir à hydrogène, et la capacité du réservoir à hydrogène annoncé par la start-up est de 3 10 puissance 28 atomes d'hydrogène. Et donc la question que l'on peut se poser dans un premier temps, mais c'est quel est le nombre de moles qui correspond à ce nombre d'atomes? C'est très simple, le nombre de moles va être égal à cette quantité n d'atomes que peut contenir le réservoir, divisé par le nombre d'Avogadro. C'est donc 3 fois 10 puissance 28 divisé par 6,022 141 10 puissance 23. Et le résultat, c'est à peu près 49 816 moles. 49 816 moles. Si on revient à l'échelle de 1 atome, il a été dit dans l'une des premières diapositives qu'il existe une autre unité, donc le gramme est une des unités de masse à l'échelle d'un atome, mais qu'il est pratique d'exprimer aussi la masse en unité de masse atomique unifiée. L'unité de masse atomique unifiée, c'est quelque chose qui a été défini par l'International Union of Pure and Applied Chemistry, l'IUPAC. C'est une unité de mesure standard utilisée pour exprimer la masse à l'échelle atomique et moléculaire. Et en 1961, l'IUPAC a défini que la masse atomique du carbone 12 vaut 12 unités de masse atomique, 12 petit u. Donc le symbole de l'unité de masse atomique unifiée, c'est petit u. Donc ça, c'est une deuxième convention. C'est une deuxième convention, toujours exploitant l'isotope 12 du carbone. La première convention, c'est celle de la définition de la mole, qui est la quantité de matière d'un système et qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Et par convention aussi, la masse atomique de 1 atome de carbone 12 est égale à 12 U. Donc maintenant, c'est le bon moment pour établir la correspondance entre l'unité de masse atomique unifiée, petit u, et les grammes. Et avant ça, je vais d'abord rappeler aussi que 1 U, c'est ce que aussi les biologistes appellent le Dalton. Je le redis ici. Donc quelle est la correspondance U et gramme? Donc la masse de 1 atome de carbone 12, par convention ici, c'est 12 U. On a vu également que la masse de 1 mole de carbone 12, c'est 12 grammes par mole. Par conséquent, si je pars de cette définition ici, ça veut dire que la masse de 1 atome de carbone 12,
c'est égal à 12 divisé par Na grammes. Donc maintenant, il me suffit de comparer les deux expressions. J'ai deux expressions, je suis parti de deux conventions différentes. L'une des conventions, la convention IUPAC, c'est celle-ci. L'autre convention, qui est la convention de définition de la mole et du nombre d'Avogadro, c'est celle-ci. Et par conséquent, je peux écrire ici, j'ai égalité entre les deux. Je peux donc écrire que 12U est égal à 12 sur Na grammes. Et par conséquent, 1U est égal à 1 sur Na grammes. Donc voici ici la relation, la correspondance, la relation entre l'unité de masse atomique et le gramme. Petite remarque assez importante, c'est qu'il existe aussi une correspondance ou une relation entre l'unité et le gramme par mol. On a déjà dit, donc ça va vous apparaître j'espère de façon évidente, si je vous rappelle qu'on a déjà énoncé qu'il y a une équivalence ici par convention, il y a une équivalence entre 12U et 12 grammes par mol. Et donc ça, c'est complètement général, puisque j'espère qu'il vous apparaît que XU sont équivalents à X grammes par mol. Ça veut donc dire en d'autres termes que 1U ou X petit u, ça désigne la masse de un atome en unité de masse atomique unifiée ou encore en Dalton. C'est la même chose. D'accord? Donc la masse d'un atome ou de un ion ou de une molécule. Mais ça n'est rien d'autre que la masse de une mole de cet atome ou de cet ion ou de cette molécule en grammes par mol. Et on va en faire une application numérique directe en reprenant la problématique du stockage de l'hydrogène et de ce réservoir qui a été breveté par une start-up. Dans le document technique de la start-up, il était mentionné que ce réservoir est capable de stocker 3 10 puissance 28 atomes d'hydrogène. On a calculé que ça représente 49 816 moles. Et dans le document technique de la start-up, il est précisé aussi que la masse de l'hydrogène est égale à 1,00794 U. Question, quelle masse d'hydrogène le réservoir peut-il contenir? Donc combien est-ce que quelle va être la masse, non pas du réservoir lui-même, mais la masse de l'hydrogène que contient le réservoir? Eh bien, on va appliquer pour ça une formule que vous avez déjà appliquée au lycée. Vous savez que si on veut déterminer la masse, il existe une relation en fait entre nombre de moles et masse. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Par conséquent, je peux en déduire que la masse, c'est le nombre fois la masse molaire. Le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles, c'est ce que j'ai déterminé par le travail précédent, c'est 49 816. Et la question, c'est que vaut la masse molaire? Eh bien, je la lis directement dans le document technique, puisqu'on a dit qu'une masse en U, ça représente aussi bien la masse de un atome en unité de masse atomique que la masse de une mole d'atome en grammes par mol. Donc grand M est égal à 1,00794 grammes par mol. Par conséquent, la masse ici est égale à 49 816 fois 1,00794, ce qui est de l'ordre de grandeur de 50 000 grammes, c'est-à-dire à peu près 50 kg. Donc cette start-up a réussi à fabriquer
un réservoir à grande capacité, un réservoir de 50 kg qui soit capable donc de contenir ces 50 kg avec la plus grande sûreté, la plus grande sécurité. Je vous fais remarquer aussi, on peut travailler rapidement sur l'équation aux dimensions. Lorsqu'on a écrit petit n fois grand M, l'équation aux dimensions, ce sont donc des moles multipliés par des grammes par mol. Donc des moles fois des moles moins 1, ça se simplifie, et il reste donc des grammes. Donc il y a bien une cohérence dans l'équation aux dimensions. Voilà pour ces rappels concernant les masses molaires. On a beaucoup travaillé plutôt sur les atomes, mais ces notions, ces définitions de nombre d'Avogadro, de masse molaire, de mol, sont transférables, comme on l'a déjà dit à quelques reprises dans ce discours, aux ions et aux molécules.